Merci beaucoup. Merci pour votre accueil, votre invitation courageuse. Le thème lui-même montre qu'on a du courage scientifique à Strasbourg. Parce qu'il n'est pas facile de faire l'histoire des institutions sportives et des méga-événements sportifs quand on veut être un chercheur honnête, c'est-à-dire qui fait son travail tout simplement, à savoir des sources, maîtriser la bibliographie, échanger avec ses collègues, se poser des questions. Et c'est pas les habitudes de la plupart des travaux existants qui concernent le sujet olympique, notamment pour la période très récente où l'essentiel des publications sont produites par des cabinets d'experts qui produisent les résultats attendus et financés par les institutions. Alors on a certains collègues qui succombent aussi à cette tentation. C'est largement lié au fait que les crédits de recherche sont réduits aussi dans nos universités. Et on peut les comprendre. Mais ils rusent avec l'institution, bien souvent. Je donnerai juste un exemple concernant l'héritage des Jeux Olympiques pour avoir siégé avec Daphné dans le comité d'histoire du COJO, qui a eu 2 ans d'existence. C'est la première fois dans l'histoire des comités d'organisation des Jeux Olympiques qu'on instituait un comité d'histoire. Malheureusement, nous sommes des représentants des sciences humaines et sociales et on s'est posé des questions quand, dans une séance, on nous a présenté le logiciel qui allait permettre d'évaluer l'héritage des Jeux de Paris et de rendre des résultats positifs. On était en 2021, c'est ça, Daphné ? 21 ? Oui, 22 ? 22. Voilà, on a osé dire que l'événement n'avait pas encore eu lieu et on n'a plus été réunis. Voilà. En dehors de ça, notre président Emmanuel Laurentin, donc journaliste de radio bien connu, qui est aussi, on peut considérer comme un véritable historien, avait contesté les usages commerciaux de la Révolution française par l'équipe marketing du COJO. Patrick Boucheron avait pris la fuite très rapidement. Bref, voilà. Le comité n'a plus jamais existé. Et puis j'avais été sollicité par un éditeur pour écrire l'ouvrage officiel historique des JO. Moi j'ai passé contrat avec un éditeur. L'éditeur était mandaté par le COJO. Le COJO a demandé à lire les bonnes pages, des Jeux de Berlin 36 notamment. Puis ensuite on m'a demandé de ne pas évoquer les aspects ni politiques ni du dopage. Et à la fin, le contrat a été rompu. Voilà. Ça vous donne une idée quand même de l'ambiance dans laquelle nous devons travailler, particulièrement dans le champ du sport et des études olympiques. Ce n'est pas simple. On a affaire à une institution, le Comité international olympique, qui ouvre largement ses archives, sauf quand c'est sous embargo. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qui est sous embargo, puisque le chercheur n'accède pas à l'inventaire archivistique. Donc en fait, vous venez au Centre d'études olympiques de Lausanne, vous posez votre question, je souhaiterais travailler sur le dopage ou sur tel JO, et puis on revient vers vous avec la liste des archives qui vous seront utiles. Mais vous n'avez jamais pu accéder à l'inventaire. C'est un problème pour quand on veut travailler. En dehors de ça, on est excellemment bien reçu. Les archives sont considérables. Ce sont des petites bombes atomiques qui seront semées dans l'histoire des JO, dont les nôtres d'ailleurs, puisque le projet financé par le Fonds national suisse de la recherche sur 4 ans visait à faire la prosopographie, c'est-à-dire plus qu'une biographie collective des différents membres du CIO, cooptés entre 1894 et 1976, c'est-à-dire 300 membres. On se heurte donc à des biais qui sont produits par l'institution elle-même. Quand vous êtes jeune chercheur, si vous voulez une bourse, vous pouvez candidater aux bourses du Centre d'études olympiques, sauf qu'il n'y a pas de place pour les politistes, il n'y a pas de place pour les historiens, pour les sociologues. Donc il reste, si vous êtes en marketing, en droit, c'est beaucoup plus facile d'avoir les financements, mais encore, les questions de recherche sont quand même fléchées. Il faut s'inscrire dans les questions de recherche posées par le Centre d'études olympiques. Bon, c'est une contrainte, mais bon, minime. Plus grave peut-être, c'est que ce centre d'études olympiques patronne d'autres centres d'études olympiques dans le monde qui jouent le même rôle. Et on en a 2 exemples en France. Je suis désolé, Daphné, il y en a un à Rouen et il y en a un aussi à Dijon.
Donc leur rôle, c'est de produire les études attendues par l'institution. Je suis désolé pour les collègues qui s'investissent, ce n'est pas ton cas, ni celui de mon épouse, mais c'est une réalité scientifique, parce qu'on attend des financements, parce qu'on pense que ça peut rejaillir sur l'institution. C'est l'avenir qui le dira. Donc l'objet du colloque, finalement, c'est de poser la question du rôle des citoyens et de leur place. Alors, je serai critique du titre aussi, vous voyez, je suis un peu pour pimenter la séance, mais pourquoi vouloir remettre les citoyens dans le jeu alors qu'ils n'ont jamais été dans le jeu? Voilà, c'est tout simplement peut-être les mettre dans le jeu, voilà. Non, je pense que vous étiez convaincus de cette idée. Parce que c'est vrai que, en termes de représentation, les sportives et les sportifs, même si cette histoire reste encore largement à écrire, sont mis de côté dans un processus qu'on pourrait qualifier de démocratique, puisque ça concerne quand même le champ des associations sportives. Donc on a une histoire qui reste à écrire au sens à la fois du processus d'élection et de délégation qu'incarnent les dirigeants sportifs, et cela à toutes les échelles, depuis le niveau local jusqu'au niveau international. On a très peu de travaux sur ces aspects-là, et c'est dans ce champ-là qu'on a essayé d'inscrire notre recherche. Et ça vaut aussi pour les dirigeants. Quel est leur niveau de représentativité de leur mandant? Quelle est leur position sociale? Quel est leur itinéraire biographique? Quels sont leurs engagements extrasportifs, culturels et politiques? Ce sont des questions qui ne sont jamais posées par les chercheurs, en général, par les institutions qui les rejettent, ces questions, parce que ça pose la question de la neutralité de l'institution sportive. Et ces dirigeants, cette neutralité, dont je pourrais faire l'histoire très rapidement, elle est une invention de l'entre-deux-guerres. Elle est théorisée pour partie par Pierre de Coubertin, qui a dû affronter l'offensive des dirigeants du sport français à cette époque-là, celle de l'affaire Dreyfus, qui étaient des républicains radicaux, qui contestaient sa position dans le sport français. Il était aussi contesté donc pour sa ligne libérale conservatrice, on va dire, à tel point qu'il est poussé une première fois à la démission en 1898, une deuxième fois en 1906, après la loi de séparation des églises et de l'État. Mais il doit affronter aussi les tentatives de prise de contrôle des Jeux Olympiques par les États eux-mêmes, et cela dès Athènes en 1896, puisque la Grèce a voulu, et le recherche encore parfois, faire en sorte que les Jeux se déroulent définitivement à Athènes. À au moins 5 reprises dans l'histoire récente, la Grèce a tenté de capturer les Jeux et de les enraciner en Grèce. Donc face à cela, Coubertin a commencé à réfléchir à la question de l'indépendance des institutions sportives, pour parler comme lui, et il se présente lui-même dans ses mémoires toujours comme un indépendant. En vérité, il est repoussé dans l'échiquier politique français depuis son ralliement à la République vers la droite conservatrice, la plus conservatrice, tout en restant un libéral, c'est-à-dire qu'il est pour la liberté d'association, mais dès lors qu'on respecte quand même les grandes traditions françaises qui sont celles de l'Église et de l'armée. Mais à chaque fois que la vie politique s'est tendue, donc à partir du moment où les gauches arrivent au pouvoir, au moment du cartel en 1924, puis à partir du moment du Front populaire en 1936, eh bien, il se rapproche plutôt des régimes d'autorité, et ce glissement vaut pour à peu près l'ensemble des membres du Comité international olympique, tel que nous avons pu le percevoir pour l'entre-deux-guerres, hormis le cas des anglo-saxons, sans en faire nécessairement des grands démocrates. L'émergence des politiques municipales sportives dès avant la Grande Guerre et surtout des politiques sportives d'État dès après la Première Guerre mondiale ont suscité un réflexe de protection des dirigeants du sport aux échelles locales, nationales et internationales. Et ils se sont retranchés derrière cette idée de l'indépendance du mouvement sportif. Le mouvement sportif étant un concept qui apparaît d'ailleurs dans l'entre-deux-guerres. Un petit peu sur le modèle mouvement ouvrier, si vous voulez. Et c'est à ce moment-là que l'idée de neutralité sportive s'impose dans le discours, largement dans le monde occidental. Et cette idée a été imposée dans le débat public et elle nous a probablement construit aussi, nous tous. On n'est pas forcément des partisans de l'intervention des idéologies et des États dans le champ du sport,
qui est un espace de l'associationnisme, hein, qui est un espace qui relève du fort privé d'une certaine manière, qui n'est pas l'agora, qui n'est pas la domus, qui n'est pas la maison, mais qui est un espace quand même qui s'est construit dans le dernier tiers du XIXe siècle, qui est apparu entre l'espace domestique et l'espace public et l'espace du travail. On a un espace social nouveau qui est apparu, c'est l'espace des sports, sous sa forme largement associative. Cet espace, il a sa propre autonomie, mais face aux différentes intrusions du politique, aux échelons municipaux ou étatiques, eh bien, il a cherché à se protéger derrière cette idée de la neutralité du sport. Un État qui envahirait tous les secteurs de l'activité humaine, y compris le secteur sportif, serait un État évidemment totalitaire. C'est la définition même de l'État totalitaire, c'est l'État qui prend le contrôle de la totalité de la société. Donc c'est pas, j'imagine, ce dont nous rêvons. On rêve plutôt d'un espace qui serait démocratique, et les sociétés sportives ne peuvent pas s'abstraire du cadre démocratique, au moins dans le monde occidental, ou en tout cas plus largement dans le monde démocratique. On pourrait considérer même que l'association sportive, comme les autres associations, sont le premier maillon de l'expérience démocratique. Reste à savoir si l'espace des sports est un espace qui supporte et accepte le débat, la contradiction, des projets concurrents, quel est le fair-play dans les batailles électorales. Est-ce qu'une fois que l'élection est passée, on peut avoir des directions collégiales, à la différence d'un parlement et d'un gouvernement qui se constitue? Le monde associatif ne devrait-il pas promouvoir une forme différente de démocratie? Ce sont des questions que l'on peut se poser. Or, tout se passe comme si les athlètes, les champions, les dirigeants étaient des abstractions sociales et politiques, comme s'ils n'étaient pas des citoyens comme les autres, comme s'ils étaient tout le temps capables de faire abstraction de leur propre lieu, d'où ils parlent, et faire abstraction aussi de leurs contextes sociaux, culturels, politiques, internationaux, dans lesquels ils doivent se situer et prendre des décisions. Et ces décisions, vous l'avez compris, pour une institution comme le CIO, elles portent sur la question de l'ouverture sociale, puisque les Jeux olympiques, au départ, sont réservés aux gentlemen, aux sportsmen. La barrière de l'amateurisme, c'est une barrière sociale, de genre et coloniale. Elle vise à exclure des Jeux olympiques les pratiquants issus de milieux populaires, puisque eux, pour pouvoir pratiquer le sport, ils ont besoin d'être rémunérés pour leur performance, à la différence de la classe de loisirs, la leisure class, qui elle a le temps et l'argent pour pouvoir s'entraîner et performer. Donc l'amateurisme, c'est une règle qui a été inventée dans la gentry victorienne au milieu du XIXe siècle et qui a fait barrière à l'intrusion des sportifs venus des mondes populaires et ouvriers, et qui a fait barrière aussi à la participation des femmes et des indigènes, comme on les appelait à l'époque, c'est-à-dire des habitants des territoires soumis à la domination coloniale. Et le CIO, finalement, son histoire, elle peut se faire en négatif des institutions qui sont apparues contre lui. Donc ça a été évoqué par Daphné, le fait qu'il y ait des Jeux olympiques féminins, le fait qu'il y ait des Jeux ouvriers, socialistes pour les uns, communistes pour les autres, qu'il y ait des Maccabiades, des Jeux pour les Juifs, dès les années 30, en terre de Palestine, qu'il y ait des Spartakiades arrivés du côté soviétique, qu'il y ait des Jeux du tiers-monde, les Ganefo, dans les années 1960, et toute une série d'autres manifestations sportives qui se sont construites contre le modèle olympique de départ, qui était un modèle exclusivement réservé à une élite sociale. Et quand il a dû, sous les effets de la démocratisation des pratiques, ouvrir les compétitions à d'autres concurrents, eh bien, il a essayé de conserver le contrôle social sur ces institutions et sur ces personnes. Et comment il le fait? Il dispose de différents outils. Face aux fédérations internationales sportives qui sont parfois davantage représentatives des classes moyennes ou des milieux populaires, eh bien, il dispose d'une arme atomique, c'est la présence du sport concerné dans le programme officiel. Et le CIO a joué de ce pouvoir en acceptant des sports ou en les rejetant du programme olympique. L'autre moyen de contrôler, et là ça concerne plutôt les athlètes, c'est la règle de l'amateurisme, qui est un outil de contrôle social et moral des athlètes, hommes et femmes. Et vous avez d'autres outils qui sont à disposition du CIO, par exemple la reconnaissance des fédérations internationales. Récemment, le CIO a exclu la Fédération internationale de boxe amateur.
Vous avez d'autres moyens, comme la reconnaissance des comités nationaux olympiques, qui permet à Israël d'exister juste après la Seconde Guerre mondiale, mais aussi à la Palestine depuis une vingtaine d'années, alors que la Palestine est sans État. Coubertin l'avait initié dès avant 14 en justifiant la présence de la Finlande au jeu de Stockholm 1912, le Grand-Duché soumis à l'autorité du tsar, ou de la Bohême qui était dans le cadre de l'Empire austro-hongrois. Il a justifié en disant que la géographie sportive n'est pas la géographie politique. Autrement dit, le CIO a capacité à créer des nations sportives qui ne sont pas nécessairement des nations reconnues par la communauté internationale en tant qu'État. Ça fait une dizaine d'années que le CIO a abandonné cette souveraineté d'une certaine manière et qu'il s'adapte aux décisions de l'ONU. Donc aujourd'hui, le CIO ne reconnaît plus de nouvelles nations sportives qui n'auraient pas une reconnaissance par la communauté internationale. Donc poser la question de l'origine sociale, des niveaux de richesse, de l'engagement politique des membres du CIO, c'est considéré comme un sujet tabou. Donc on a essayé de lever ce tabou. Et disons-le tout de suite, en termes de recrutement social d'origine, social et d'engagement politique, les membres du CIO dans la période que nous avons étudiée, donc de 1894 à 1972, donc sous les présidences de Coubertin, baron de Coubertin, le comte belge Bailly-Latour, puis on a affaire à Siegfried Edström, un Suédois, qui est à la tête de la plus grosse entreprise d'électricité suédoise, qui préside la Chambre de commerce internationale, c'est vous dire que ce n'est pas un personnage mineur. Ensuite, Avery Brundage, qui est un milliardaire de Chicago, qui a fait fortune à l'époque de Al Capone. Et puis, oui, c'est juste une petite précision, on aurait beaucoup à dire sur Avery Brundage. Et puis, donc voilà, on s'est arrêté là en 1972, avant l'arrivée à la présidence de Kilanin, qui est vraiment celui qui a opéré la révolution commerciale, plutôt que ça m'arrange, parce que c'est lui qui a ouvert les vannes de l'argent de la télévision. Ça m'arrange, ça sera le sponsoring à partir de 1985. Donc ces membres du CIO, rappelons-le, ne sont pas élus, encore aujourd'hui, ils sont cooptés. Coubertin a choisi les 12 premiers membres, puis 15, et puis une soixantaine d'autres, et depuis ils se cooptent jusqu'à aujourd'hui. On a montré qu'ils sont issus des élites sociales les plus élevées du monde entier. Pour avoir fait un séminaire avec nos collègues brésiliens, où on estimait que les 2 Brésiliens des années 30-50 étaient dans les plus grandes fortunes du Brésil. Il nous est revenu par nos collègues, en fait, ils étaient la première et la deuxième fortune du Brésil pendant plus d'un demi-siècle. On ne s'est pas trop trompé, même si on n'a pas toujours les sources pour pousser très loin les investigations. Majoritairement, on ne les positionnera pas dans le camp des démocrates, à quelques exceptions près dans le monde anglo-saxon. Pas dans le cas français en tout cas. Nombre d'entre eux ont eu des fonctions politiques à des niveaux très élevés, chef d'État, Premier ministre, ministre, sénateur, député, déjà dans les années d'avant la Première Guerre mondiale, particulièrement dans l'entre-deux-guerres. Donc quand le CIO se présente comme une institution apolitique, et c'est encore le cas aujourd'hui, il y a dans les membres du CIO, encore aujourd'hui, il y a des dirigeants qui sont issus des milieux, en tout cas qui ont des fonctions politiques. Et s'il fallait les situer sur les échiquiers politiques de leurs pays respectifs, ça a été aussi l'objet de notre enquête, assez clairement. On trouve de la gauche vers la droite, mais d'une gauche qui est plutôt la droite. On trouve les libéraux conservateurs, on trouve les conservateurs autoritaires, et ensuite on trouve les apôtres des régimes d'oppression. Reste le cas des anglo-saxons, qui, pour la plupart d'entre eux, du côté des Britanniques et des Américains, sont des démocrates authentiques, mais des démocrates conservateurs au sens où ils ne sont pas favorables à la démocratie sociale telle qu'on peut la concevoir nous-mêmes. Autrement dit, socialement et politiquement, les dirigeants du CIO, cooptés jusqu'en 1972, ne représentent nullement le monde des athlètes et plus généralement, ne représentent nullement le monde des pratiquants et des pratiquantes du sport dans leurs pays respectifs. Je m'étais permis une petite incursion du côté de la composition actuelle du CIO, mais si j'ai un peu de temps, je me réserverai cela pour la conclusion. Très rapidement, qu'en est-il à l'époque de Pierre de Coubertin, donc de 1896 à 1925 ? Je dois dire qu'il y a un avant 1906 et un après 1906. L'année 1906, c'est l'année de tous les dangers.
pour le CIO. Pourquoi ? Le CIO n'est jamais parvenu à contrôler les Jeux ni à Athènes en 1996, ni à Paris, qui n'en sont pas, qui sont des concours internationaux d'exercice physique et de sport organisés par la République contre le CIO, ni les Jeux de Saint-Louis en 1904, qui sont une grande affaire commerciale contre le CIO. Difficilement ceux de Londres en 1908, et c'est pourquoi Coubertin fait dans ses mémoires l'apologie des Jeux de Stockholm en 1912, parce que pour la première fois, le CIO a le contrôle de l'événement sportif qu'il n'aura plus après. Non plus, ni en 1920. Alors, en 1920 Anvers, c'est un cas un peu particulier, puisque Coubertin parle d'Olympiade de guerre. Officiellement, les pays issus des empires centraux n'ont pas été exclus, mais la subtilité a été la suivante, qui a été construite par Coubertin et Bailly-Latour, le Belge. Ça a été de dire que comme il n'existe plus de CNO actifs pour les États d'Europe centrale et orientale libérés des autorités impériales, ils considèrent que de facto, comme il n'y a pas de CNO actifs, ils ne peuvent pas adresser leurs athlètes aux compétitions. Mais ils ne pouvaient pas les adresser, puisque les États étaient à peine en train de se reconstituer. Donc voilà, c'est une argutie, si vous voulez, juridique, qui a permis de ne pas inviter ces athlètes. Par contre, la Russie a été invitée, et comme l'a dit Daphné, elle a refusé parce qu'elle a dénoncé des jeux bourgeois. En 1924, c'est très différent. En 1924, le CIO était prêt à accueillir toutes les nations du monde, mais c'est le gouvernement français qui est intervenu pour ne pas autoriser les athlètes allemands à participer aux compétitions. Mais surtout, ce qui s'est joué en 1906, c'est la tentative grecque de contrôle ad aeternam des Jeux, en organisant des Jeux qu'aujourd'hui le CIO ne veut toujours pas reconnaître, on appelle des Jeux intermédiaires, qui étaient ouverts à la fois aux amateurs et aux professionnels d'ailleurs, et qui ont surtout eu un très grand succès. Et ce succès, il a été construit sur le réseau diplomatique des consulats de Grèce dans le monde, qui ont activé leur soutien à l'étranger pour pouvoir faire venir des athlètes en grand nombre à Athènes. Et Coubertin, face à cela, a senti que l'institution allait lui échapper, d'autant que les membres du CIO qu'il avait choisi lui-même se sont rendus à Athènes en 1906 et ont même fomenté une sorte de coup d'État contre lui en se réunissant hors de sa présence. Lui n'a pas voulu s'y rendre, il a organisé au même moment, il a tiré prétexte d'un congrès olympique, il a organisé conférence des lettres, des arts et des sports pour ne pas se rendre à Athènes et pour ne pas légitimer cette organisation et cette modification de l'institution olympique. Donc il doit reprendre la main. Donc avant 1906, il a recruté, et c'est lui-même qui l'a fait sans aviser ses premiers collègues, ça les archives le montrent, il a recruté quelques pédagogues et savants, des officiers supérieurs, des aristocrates et des représentants de ce qu'on pourrait appeler le monde mondain sportif. Mais à partir de 1906, face à l'offensive des Grecs et aussi des autres États qui veulent s'emparer des compétitions olympiques, il va avoir cette prescience, cette intelligence qu'il faut changer la composition du CIO, et il va plutôt rechercher des ambassadeurs et des aristocrates introduits dans les cours souveraines d'une Europe qui est encore largement monarchiste. Et ça a été d'une efficacité redoutable, parce qu'il a pu ainsi remonter à l'intérieur des États, au plus près des monarques ou des régimes démocratiques, des chefs d'État, des régimes démocratiques, et ces ambassadeurs et ces officiers de la curia regis, des cours royales, eh bien, ils ont été capables de défendre l'institution olympique. Donc ça a fonctionné jusqu'à son départ forcé en 1925, et non pas la remise de sa présidence à son successeur, parce qu'il a eu face à lui dès 1921 une commission exécutive construite contre lui pour le contrôler, et il s'est engagé finalement à partir après le congrès de Prague 1925 qui visait à réguler les relations entre le CIO et les fédérations internationales sportives qui étaient exécrables. Après son départ, on a affaire à un troisième vague de recrutement, si vous voulez, qui est orchestrée par le comte belge Henri de Bailly-Latour, donc qui est président du CIO de 25 à 42, qui va, lui, recruter un profil tout à fait différent, plutôt des chefs d'entreprise, des grands négociants, des banquiers, des grands industriels, des grands propriétaires terriens, des investisseurs dans les économies impériales, qui ont tous un rayonnement international, au-delà de leur activité économique.
et de leur influence sociale dans leur propre pays, ils sont aussi engagés dans l'économie mondiale. J'ai cité le cas de Hedström, par exemple, à la tête de la plus grande entreprise suédoise d'électricité, mais qui devient le président de la Chambre de commerce internationale. On pourrait prendre le cas du Colombien qui dirige le port de Barranquilla, qui fait tout le commerce avec les États-Unis, etc., etc. Je pourrais prendre beaucoup d'exemples. Tous ces nouveaux membres du CIO ont en commun d'avoir fait des études de droit, c'était largement le cas déjà sous Pierre de Coubertin, à adopter un mode de vie cosmopolite. Ils sont mariés avec des femmes de pays étrangers, leurs enfants vont faire leurs études à l'étranger, ils ont des investissements dans plusieurs pays, et systématiquement, ils prennent la défense des régimes autoritaires contre les démocraties, contre les revendications populaires et syndicales. Ça vaut là pour les années 30. Et ça se manifeste particulièrement dans leur attitude vis-à-vis des deux vagues de boycott en 33-34 et puis en 35-36 contre les Jeux de Berlin, puisque là, ils ont utilisé l'argument de la neutralité du sport pour dire que les Jeux avaient été confiés à l'Allemagne et que Berlin allait organiser les Jeux. Il était hors de question de retirer les Jeux, comme avait pu le demander l'un des seuls membres exclus du CIO dans toute son histoire, l'Américain Lee Young-ke, qui a été exclu parce qu'il avait demandé à ce que les Jeux soient déplacés vers une autre ville. Et il a été remplacé par Avery Brundage, qui lui est connu notoirement aux États-Unis pour être proche du Ku Klux Klan et pour avoir aussi soutenu l'adversaire de Roosevelt lors des campagnes électorales. On a affaire donc à des personnages qui se sont compromis avec les régimes bruns, en Europe en tout cas, et qui ont été très rarement l'objet de processus de dénazification en sortie de Seconde Guerre mondiale. Pour quelles raisons ? Pour quelles raisons ont-ils été sauvés ? D'abord par la guerre froide. On les a conservés dans leur position parce qu'ils étaient foncièrement anticommunistes et qu'on allait pouvoir les utiliser au sein du CIO contre le communisme soviétique. L'autre explication, ça tient au fait que l'argument de la neutralité sportive avait déjà largement infusé dans les opinions publiques et dans les sphères du pouvoir, des pouvoirs d'État. Si je prends le cas des Français, par exemple, ça vous parlera peut-être, à l'époque de Coubertin, vous avez des républicains libéraux et conservateurs et des monarchistes ralliés comme Berthier de Sauvigny, son cousin par exemple, ou le comte Clary. Mais dans les années 30, vous avez le marquis de Polignac, qui pendant la Seconde Guerre mondiale sera membre du groupe Collaboration, ça ne s'invente pas, le député corse et ministre François Pietri, qui est nommé par Pétain ambassadeur de France à Madrid, et le croix-de-feu Armand Massard, qui reste président du comité olympique français jusqu'en 1961. Aucun d'eux n'a été exclu du CIO au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Au moins 2 d'entre eux ont été condamnés à la libération, à l'indignité nationale. Ils ont tout de suite repris leur siège au CIO. Le CIO n'a exclu que 2 personnages au sortir de la Seconde Guerre mondiale sous la pression des Alliés, à savoir Giorgio Vaccaro, le général de la milice de Mussolini, et le fils de l'amiral Horthy. Ce sont les 2 seuls exclus du CIO, et Karl Diem a demandé à plusieurs reprises à être coopté membre du CIO, et ça a été toujours refusé. Lui se défend en disant qu'il n'a jamais été adhérent du parti nazi, mais au moment où les soviétiques encerclent Berlin, il appelle les jeunes Allemands de 12 à 18 ans à venir mourir pour défendre le Führer. Et il y a une petite histoire, on dit un Sporthistorische Kreis en Allemagne, autour de ce personnage et d'autres, parce que Konrad Adenauer lui a redonné l'autorité sur le mouvement sportif allemand dans le cadre de ce processus que j'évoquais de remobilisation finalement des dirigeants sportifs dans le cadre de la guerre froide. À la suite de cela, vous avez, pour le cas français, des recrutements qui ont lieu dans les milieux gaullistes, autour de Maurice Herzog, avec par exemple Jean de Beaumont de la Boninière, qui est le banquier du parti gaulliste dans les années 60-70, qui a été candidat à la présidence du CIO à l'époque où il y a une offensive française pour reprendre le contrôle du CIO contre Avery Brundage. Et puis ensuite, comme gaulliste, vous avez Jean-Claude Killy, par exemple, ou Guy Dru, qui a affiché tout récemment sa préférence pour le tandem Ciotti-Bardella. Donc ça, à l'aune de l'histoire du CIO, ça permet de mieux comprendre ce qui s'est passé. Pour avoir écrit l'article dans Le Monde quelques jours avant sa déclaration sur les traits politiques Comité national olympique, où j'évoquais son engagement politique,
Je n'ai pas été complètement surpris par sa déclaration. Que s'est-il passé entre Baillet-Latour donc, et le marquis espagnol Juan Antonio Samaranch? Vous l'avez compris, c'est la montée donc, de ces grands industriels, riches négociants, grands banquiers. Et cette dynamique, elle s'est renforcée depuis l'élection de Juan Antonio Samaranch en 1981, l'ancien ministre des Sports de Franco, coopté en 1961 à la suite d'une intervention du membre suisse du CIO qui lui-même avait été honoré par Mussolini avant la guerre. Ça vous donne un effet de continuité quand même sur un certain nombre de dirigeants de cette institution sportive dont les engagements politiques sont masqués dans les histoires officielles. Mais c'est très éclairant quand on veut comprendre leurs décisions, quand il est question des femmes, des peuples colonisés, des mondes ouvriers, etc. Bien évidemment. C'est important, je pense, de faire ce travail. Qu'en est-il depuis ? Je peux dire que pour évoquer la composition actuelle, vous avez 106 membres du CIO. Aujourd'hui, 62 hommes, donc 44 femmes. Les premières femmes cooptées, qui n'étaient pas des militantes féministes, rassurez-vous, elles ont été cooptées en 1981, 2 femmes. Et aujourd'hui, elles sont à peu près 42% de l'effectif. Alors, je ne suis pas sociologue, mais je me suis permis de faire quand même une sorte de radiographie de leur engagement, de leur carrière. Tout cela se trouve sur le site du CIO, c'est intéressant, parce qu'en fait on a tout sous les yeux, il suffit juste de regarder un petit peu. Pas forcément nécessaire même d'aller mener l'enquête dans la presse internationale, tout est là, on peut comprendre comment ça se passe. Je crois que la meilleure grille de lecture, c'est l'opposition entre les femmes membres du CIO et les hommes membres du CIO. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas du tout affaire au même profil sociopolitique. Pour ce qui est des femmes, vous avez affaire donc à 42% de femmes qui, à part 2 d'entre elles, occupent toutes des positions professionnelles de petite classe moyenne ou même, parfois même, de milieux plus populaires. Elles sont totalement dominées dans l'institution. D'ailleurs, on les retrouve peu présentes dans la commission exécutive. Et elles n'y occupent aucune fonction importante. C'est plus qu'un plafond de verre, c'est un plafond d'acier pour les femmes à l'intérieur du CIO. Mes collègues aussi, Lucie Shore notamment, qui travaille sur les dirigeantes aujourd'hui dans le monde sportif. Le CIO est un cas très particulier, mais qu'on peut retrouver ailleurs dans les autres fédérations internationales. Elles sont plus nombreuses en pourcentage à être olympiennes au sens du CIO, c'est-à-dire avoir participé à des Jeux olympiques. Elles sont plus nombreuses à être mieux diplômées que les hommes. On trouve, comme chez les hommes, 3 princesses. Voilà, chez les hommes, on a aussi des représentants des régimes monarchiques. On trouve 2 anciennes chefs d'État, 2 avocates. Elles sont quand même 5 à avoir fait des études de droit. Mais on trouve une coloration un peu plus sciences humaines et sociales chez ces femmes membres du CIO, vous voyez. Certaines ont fait une a fait de l'histoire, l'autre de la psychologie. Et puis surtout, le rôle traditionnel des femmes, avec un certain nombre de membres qui travaillent dans le domaine de la santé, des soins, voilà, ce qu'on connaît par ailleurs dans notre société. Elles sont surreprésentées par rapport aux hommes comme venant des sciences du sport. On a plusieurs qui sont professeurs de PS, ça vaut particulièrement pour les représentantes des pays africains. On a 2 docteurs en éducation physique, mais c'est une chinoise et une russe. On connaît le rôle politique dans ces institutions sportives. On a une designer, on a une diplomate. On a 2 animatrices TV. On n'a pas des animateurs TV chez les hommes. Et on a même une actrice, Michelle Yeoh, qui a été recrutée récemment. Donc on se demande les liens avec le sport, si ce n'est qu'elle a tourné dans James Bond, comme vous savez. Voilà. Mais ça fait partie peut-être des nouvelles tendances du recrutement du CIO. On pourrait ajouter qu'il y a 2 PDG, l'une qui est à la tête de la plus grande entreprise au monde de polyester, une indienne, et l'autre qui est à la tête d'un consortium économique extrêmement important en Thaïlande. Ce sont les 2 seuls. Si je compare aux hommes, du côté des hommes,
j'ai identifié, je crois que c'était, j'ai plus le chiffre là, mais je crois que c'était 26 PDG. Et pas des moindres. Vous avez par exemple le membre sénégalais qui est président du Crédit Suisse. Vous avez le président de la banque à New York, qui n'est pas un Américain en l'occurrence. Vous avez des investisseurs, vous avez le patron de la banque Raiffeisen pour l'Autriche. Vous avez le patron de la plus grande société immobilière de Tchéquie, le patron de la plus grande société de télécommunications du Paraguay, le patron du plus grand consortium de vente de produits agricoles d'Ouganda, les supermarchés Aeon au Japon. L'Italien est à la tête d'une société de commercialisation de voitures de luxe. Le vice-président de la Banque nationale de Grèce, qui préside la bourse d'Athènes et qui est à la tête d'une compagnie, c'est un armateur de transport de minerais par bateau. Le patron de l'hôtellerie de luxe en Algérie, des machines équipements de soudage en Corée du Sud, des patrons des équipementiers aux États-Unis, Schlesinger, Dunlop, Prince Ed, supermarchés et télévisions en Mongolie, etc., etc. Donc ça vous donne une idée de la composition de ces personnages. Alors, ils ne sont pas nécessairement recrutés parce qu'ils sont très influents dans le monde sportif, parce qu'il y a d'autres membres du CIO qui ont cette fonction-là. Si on regarde la composition du point de vue de leurs engagements, on va en trouver qui sont du côté des hommes, 6 par exemple à l'Agence mondiale antidopage, 3 sont au tribunal arbitral du sport, dont Coates, l'Australien, qui préside cette institution depuis 2011, sachant que si vous voulez faire appel, c'est Thomas Barr qui est le président de la Chambre d'appel, président du CIO. Vous avez des vice-présidents de fédérations internationales, handball, voile, pentathlon moderne, softball, escrime. 14 présidents de fédérations internationales sont membres du CIO, des hommes. Tir à l'arc, rugby Europe, lutte, bobsleigh et skeleton, tennis de table, aviron, équitation, paralympique, président de la Fédération internationale paralympique, gymnastique, tennis, football, athlétisme, cyclisme, patinage, etc., etc. Vous avez les présidents des associations continentales des CNO. Je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des organisations qui sont patronnées par le CIO, qui permettent au CIO de contrôler les CNO à l'échelle des continents. Donc vous avez le cas, par exemple, le patron de l'ACNO, qui est l'Assemblée générale de tous les CNO, mais aussi celui qui contrôle le CO européen, asiatique, africain, latino-américain et celui du Commonwealth. Donc en quelque sorte, vous avez tous les relais qui permettent de contrôler à l'échelle continentale. Vous avez 17 présidents actifs de CNO, de comités nationaux olympiques, 9 anciens présidents. Donc voilà, pour vous donner une idée du panel et de la manière qu'a le CIO à la fois d'organiser sa propre histoire, à la fois de structurer ses recrutements et de cacher les engagements. Alors, ils ne sont pas cachés ici pour la période récente, mais les engagements politiques, je ne les ai pas évoqués. On a juste leur métier, en quelque sorte. Hein. Mais pour les périodes plus anciennes, vous avez compris à peu près quel est le spectre politique concerné. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Magnifique contribution à l'histoire d'une élite. Oui, bien sûr. Sous de nombreuses organisations internationales, on retrouve à peu près les mêmes schémas qui n'ont rien à voir avec le sport. On a affaire à une élite transnationale ici. Exact. Les questions, parce que je suppose que ça va susciter un certain nombre de questions. Madame, au fond. Juste comment on fait pour faire fondre les plafonds d'acier? Est-ce qu'il faut le faire avec la flamme olympique? Comme l'a dit Daphné, en fait, le CIO, vous l'avez compris, est au départ une institution extrêmement conservatrice qui n'évolue que sous la pression. Donc soit la pression des autres acteurs du mouvement sportif international, les fédérations internationales, les comités nationaux olympiques parfois, les athlètes moins souvent, parce qu'ils sont fragilisés, les athlètes, c'est difficile pour eux. Ils sont dans une position professionnelle complexe, ils sont souvent très jeunes, ils sont largement minorés, on leur interdit de prendre la parole. Le CIO a quand même une règle 50.2 qui interdit aux athlètes de prendre la parole en certains lieux et en certains moments. Ce qu'on ne retrouve pas dans la Fédération internationale d'athlétisme, là pour le coup Sébastien Coe, qui est qui est le président de la Fédération internationale d'athlétisme, aussi membre du CIO,
qui a aussi été un député conservateur britannique, mais lui est un féroce défenseur de la liberté de parole des athlètes. À l'opposé, vous avez un Saoudien à la tête de la Fédération internationale de natation qui interdit toute prise de parole en tout lieu pour tous les athlètes. Donc vous avez tout le spectre. Donc le CIO doit affronter toutes ces dynamiques, et bien sûr, ceux qui font le push, comme on dit aujourd'hui, le plus fort sur lui, sont les sponsors. Et quand les sponsors sont eux-mêmes poussés par les opinions publiques, par les organisations internationales de défense des droits de l'homme ou de différentes thématiques, eh bien les sponsors ensuite se retournent vers le CIO ou vers les organisations sportives internationales. On l'a vu dans le cas des mondiaux de hockey qui devaient avoir lieu en Biélorussie. Eh bien, c'est Skoda et Nivea qui ont fait pression pour que ça soit retiré. Le président de la Fédération internationale de hockey sur glace, qui était un Suisse, a essayé d'empêcher le retrait des Jeux à la Biélorussie, qui a finalement eu lieu, et lui, il a été récompensé depuis, il est devenu citoyen russe. Mais ça vous donne à peu près une idée de... Voilà. Donc c'est une institution qui, aujourd'hui, présente les apparences de la démocratie et a des ambitions de développement humain incontestables. Mais un Thomas Bach, j'aimerais pas vraiment être à sa place. C'est un diplomate à la puissance 2. Il doit gérer l'espace international des sports, il doit gérer la planète des États. Plus peut-être cette troisième planète du monde économique et médiatique. Donc c'est sa position extrêmement compliquée, mais il a fait quand même évoluer beaucoup de choses. Et je le relevais dans l'article du Monde sorti hier. Maintenant, les droits humains, en tant qu'objet juridique, figurent dans la charte olympique depuis 2023. Jusque-là, c'était des droits éthiques universels, formule assez vague, qui avait été reprise dans les années 80. Donc voilà, pour faire sauter ce plafond de verre, mais beaucoup d'autres, ou d'acier, la seule solution, c'est la pression sociale, mais le CIO, c'est une institution qui est capable d'évoluer. C'est comme un phénix qui renaît de ses cendres à chaque fois. Il a une capacité d'adaptation extraordinaire. Les membres, vous avez compris, sont à la tête d'un réseau très dense et très puissant. Et il y a aussi 500 employés temps plein, plus 500 experts employés temps plein à l'année, pour faire tenir l'institution debout en termes de marketing, de droit, et puis d'action aussi sociale et solidaire. Monsieur. Merci. Hugo Bourbillard, maître de conférence à l'Université Rennes 2. Moi, j'aurais une question par rapport plus d'actualité, mais du coup à la lumière de vos travaux et des archives. Et pour faire le lien avec ce que vous disiez sur la manière de renaître, comment vous percevez l'adéquation du CIO et est-ce que ça a infusé finalement le comité exécutif ou les membres les questions de durabilité, les questions d'acceptabilité sociale. On sait que sur l'agenda 2030, il y a eu un certain nombre de commissions et de mesures qui ont été prises. Nous, on avait étudié avec Michel, on avait essayé de chercher les termes citoyens, les termes d'acceptabilité. Bon, ils étaient portions congrues, ça ne vous surprendra pas. Mais du coup, est-ce que face à la raréfaction des candidatures et justement à la nécessité de pérenniser le modèle, comment ces aristocrates, ces manias se positionnent en fait par rapport à ces sujets-là? Vous l'avez compris, c'est une institution qui est soumise à des pressions intenses, qui est capable d'évoluer, qui se rapproche aujourd'hui des standards démocratiques et sociaux, même si souvent on reste quand même dans des logiques d'affichage, particulièrement pour ce qui est de l'environnement. Enfin, je veux dire, il ne faut pas rêver, faire venir la flamme à Strasbourg et ailleurs, il y a une logistique dans 65 départements français, et puis organiser les JO, ça a un impact environnemental considérable, on ne va pas le rattraper, c'est comme ça. Maintenant, est-ce que l'humanité n'a pas besoin d'un grand rassemblement festif, démocratique, solidaire, respectueux? Probablement que oui, et je ne serai pas le premier à tirer sur le CIO, ce n'est pas du tout mon objet. Moi, j'essaie de rendre compte de l'institution ce qu'elle est. Je pense même qu'il faut soutenir le CIO face aux dangers qui guettent le mouvement sportif international aujourd'hui. Il faut être très lucide sur la réalité de l'offensive menée par la Russie, par exemple, avec le soutien de la Chine pour déstabiliser l'édifice olympique et combattre toutes les évolutions récentes en matière de défense des droits humains, notamment. À tel point que la Russie a lancé une double offensive, on pourrait dire même une triple offensive, puisqu'avant les Jeux de Paris, là, vous avez des Jeux des BRICS actuellement, et puis vous aurez des Jeux de l'Organisation de coopération de Shanghai juste après les Jeux de Paris. Le CIO, il est sous cette pression-là. Thomas Bach a été récemment traité de nazi par Poutine, parce qu'il contingente la présence d'athlètes russes
il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas exclure la Russie. Le CIO a vocation à rassembler les nations du monde. Il ne peut pas exclure des athlètes qui ne sont pas responsables des agissements de leurs États. Assurément, c'est un argument imparable. Ça vaut pour les Biélorusses aussi et pour d'autres pays en guerre. Maintenant, reste à savoir s'ils ne sont pas les porte-drapeaux, comment est-ce qu'ils sont utilisés. Donc pour ça, le CIO a apporté une réponse, c'est la neutralisation à un point qu'il n'avait jamais atteint auparavant, puisque la première neutralisation des athlètes, c'était aux Jeux de Barcelone en 92. Le CIO avait obéi aux injonctions de l'ONU à l'époque, puisque Juan Antonio Samaranch souhaitait que les Jeux de Barcelone accueillent toute la planète. On était après la chute du mur de Berlin. Or, il y avait la guerre en ex-Yougoslavie. Et l'ONU avait décrété pour la Serbie et le Monténégro l'interdiction de participer à aucune rencontre internationale, y compris sportive, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du siècle olympique. Jamais on avait une décision ou de la Société des Nations ou de l'ONU pour interdire à des États de participer à des compétitions sportives. Et donc ça voulait dire pour le CIO qu'il se retrouvait désormais sous la coupe de l'ONU en termes d'organisation. Donc Samaranch a négocié à ce moment-là et ils sont arrivés à une sorte de modus vivendi qui a consisté à neutraliser du point de vue du maillot, de l'hymne, etc., l'équipe serbe du Monténégro. Là, c'est tout à fait différent. Cette fois-ci, le CIO a dû monter les exigences puisque désormais, il a interdit les équipes de sport co de participer parce qu'elles symbolisent trop fortement la nation. Il interdit aussi aux athlètes qui ont pris fait et cause pour la guerre contre l'Ukraine de participer, et aussi aux athlètes qui sont membres des clubs de l'armée, de la police et des services secrets. Et ça, c'était jamais arrivé. Ça veut dire que la délégation russe, et la Biélorusse d'ailleurs, elles seront de l'ordre de 50 à 60 athlètes, très loin des 300 Russes habituels. Comment Vladimir Poutine peut-il construire un discours sur ça? Il va le retourner contre l'Occident oppresseur, c'est ce qu'il fait, et il va dire à son peuple qu'ils sont la victime du méchant Occident. Et sur ce même argument, il essaie de solidariser le Global South. Donc, je voulais répondre à ce versant-là, qui est très politique, mais pour le reste, le CIO, c'est sous la pression des défenseurs de l'environnement qu'il bouge. C'est pas autrement. Justement, vous avez évoqué le monde économique, le monde politique que Thomas Bardot a géré. Est-ce que, selon vous, le monde social, justement les contestations, le fait qu'il n'y ait plus de candidature aujourd'hui, est une troisième force qu'il doit gérer? Le CIO a sécurisé l'avenir. Voilà. Il a donné les Jeux en même temps. N'oublions pas que Paris a eu les Jeux parce qu'il n'y avait plus de candidats, c'est clair. Il a donné les Jeux d'un coup à Paris et à Los Angeles. Les Français voulaient absolument les Jeux pour 2024. Les Américains aussi. Donc les Américains ont laissé aux Français la commémoration du centenaire et le CIO leur a donné à Los Angeles 1 milliard pour accepter de participer en 2028. Ça, c'est officiel. Je me demande si la France n'aurait pas dû attendre 4 ans et prendre le milliard. Enfin, je ne sais pas, vous dans la négociation, on a beau être des historiens, défenseurs du patrimoine, il y a un moment où on se répète des négociateurs. Bon, voilà, c'est ça. Et il a sécurisé tout de suite après, il a changé la règle du jeu. Donc il n'y a plus de candidature. C'est maintenant le CIO qui choisit la ville. Donc tout de suite après, il a choisi Brisbane pour 2032. Et là, probablement, on aura Mumbai pour 2036. Et pour les Jeux d'hiver, vous avez vu, il a déjà choisi 2 villes, ou 2 sites, Salt Lake City, les Alpes françaises, et déjà il a annoncé que ça serait la Suisse. Donc il a vraiment sécurisé. Et si vous regardez les choix qui ont été faits, ce sont tous des choix dans le monde démocratique occidental. Il ne veut plus prendre le risque des offensives, des médias internationaux, etc. Il y avait une question encore. Ce sera la dernière de la matinée, je pense, Michel. Ok. Oui, bonjour. Pierre Poupeau de la métropole européenne de Lille. Vous parlez tout à l'heure de la représentation, tout petit problème avec le micro, représentation homme-femme des membres du CIO. Est-ce que dans l'histoire, on est déjà arrivé à la parité? Parce qu'aujourd'hui, on se targue que les Jeux 2024 seront les premiers, en tout cas pour les athlètes, à avoir une parité homme-femme. Du coup, est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y ait 50-50 dans l'histoire pour les membres du CIO ou pas? Alors pour les membres du CIO, on est actuellement au maximum. Pour l'instant, de son histoire. On est à, j'ai dit tout à l'heure, 42%, c'est ça? 44%. La question, c'est, ces femmes, quelle est leur influence à l'intérieur de l'institution? Vous avez compris qu'il y a un écart dans les niveaux d'influence économique qui est considérable.
Et en plus, elles ne sont que 3 dans la commission exécutive, sur 9 de mémoire, et elles n'occupent aucune des grandes fonctions importantes. Donc c'est là l'enjeu aujourd'hui pour les femmes dans le CIO. Et quand la France affiche la parité, c'est beau la parité, il y aura autant d'athlètes féminines que d'athlètes masculins, bien sûr. Mais on n'était pas loin déjà dans les Jeux précédents, on était à 48-52. Donc c'est pas ça le problème. C'est est-ce que les sportives françaises et étrangères, est-ce qu'elles sont valorisées dans les médias? Est-ce qu'on s'intéresse à leur performance, c'est-à-dire à leur capacité de s'entraîner, à leur technique sportive, ou bien est-ce qu'on en fait des icônes un peu comme les présentatrices TV ou les actrices de cinéma? Et quelle est leur place dans les milieux dirigeants du sport? C'est toutes ces questions qui comptent, pas juste afficher la parité homme-femme au JO ou au CIO. Et une dernière, cette fois-ci c'est vraiment la dernière. Oui, je m'excuse, mais j'ai fait un peu, c'est un commentaire et ça rejoint la composition de membres de CIO pour le comité de durabilité, parce qu'on n'a pas trop mentionné le problème de durabilité, et là je pense que c'est complètement inexcusable ce que le CIO fait aujourd'hui avec les Jeux d'hiver, et ça fait pas de différence entre un pays qui n'a pas la neige comme Pékin ou un pays démocratique, parce qu'il y a vraiment une destruction, je travaille dessus depuis longtemps, une destruction environnementale et aussi une souffrance des habitants, des villages entiers qui sont détruits, par exemple en Chine, ou maintenant à Cortina d'Ampezzo, l'expropriation par force des prairies, etc., etc. La liste est très, très longue. Et si on regarde de plus près la composition des membres du comité de durabilité, on y trouve aussi des princes et toutes les disciplines dans le monde qui n'ont rien à voir avec la durabilité. Et ça, c'est fait exprès pour éviter qu'on peut critiquer ou contrôler ou labelliser l'environnement. Hein. Et je trouve aujourd'hui c'est vraiment devenu très très grave, et surtout si on regarde le changement climatique et le problème des géos et la substitution de la neige naturelle ou allant dans des pays qui n'ont même pas de la neige, on peut aussi se poser la question pourquoi il n'y a pas de climatologues, météorologues, tout ça dans les comités de durabilité. Hein. Alors, c'est tout un autre sujet, je vais parler non, mais ça vous raisonnez à l'envers, si vous voulez, là. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe, vous l'avez bien compris, mais ça vaut aussi pour toutes les autres commissions. Si vous regardez la commission éducation, par exemple, c'est terrible. Enfin, je veux dire, on est juste dans les louanges de l'institution, les manuels qui sont produits, les manuels olympiques qui sont distribués gratuitement dans les pays les plus pauvres de la planète. Ce sont des manuels qui sont pauvres en termes de contenu. Ça vaut pour toutes les thématiques que le CIO aborde. Après, je ne vais pas dire qu'il n'évolue pas. Hein. Il y a des évolutions, mais c'est sous la pression uniquement. Il faut la pression des citoyens. Ça ne va pas évoluer parce que, comme vous évoquez, on ne veut pas les spécialistes, on ne veut pas nous en tant que chercheurs, et tant que ça reste comme ça ne va pas évoluer. Non, je pense qu'il y a des effets quand même sur la durée, on voit bien, mais ça ne sera pas tout de suite. Mais il faut la recherche joue un rôle essentiel, le relais citoyen. Puis je pense qu'il y a un désir de démocratie dans toute l'humanité. Je ne suis pas du tout pessimiste, même si les temps sont durs.